Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, on a un invité un peu particulier. Il est cycliste, il est jeune, il est pro et il est l'homonyme de quelqu'un qu'on connaît bien dans les parcs à vélo français. Aujourd'hui, on a échangé avec Yanis Seguin. Comme je vous le disais, Yanis a le statut de sportif pro. Alors on va discuter avec lui de son quotidien de cycliste à ce niveau-là, de son choix de se consacrer à 100% au cyclisme et de ne faire plus que ça, et surtout de l'exigence qu'impose le haut niveau pour espérer un jour rouler sur les plus belles épreuves du monde. C'est un échange passionnant qu'on a eu avec Armano et Yanis, et surtout ça nous plonge dans les coulisses, la réalité de ce sport de haut niveau, de cette antichambre des plus grandes courses mondiales de cyclisme. Et j'espère que ça vous plaira à vous, autant qu'on y a pris de plaisir à l'enregistrer. Et juste avant de démarrer cet épisode, je vous partage la ressource de la semaine, une étude sur l'impact du port de la combinaison. Alors, la combinaison néoprène, est-ce que c'est un vrai avantage pour les mauvais nageurs ? Mais on va voir dans cette étude que les choses sont pas aussi simples que ça. Certes, on va plus vite en portant une combinaison néoprène que sans, mais dans quelle mesure ? Est-ce que porter une combinaison néoprène, ça aide surtout les moins bons nageurs ? Et enfin, sur des formats très courts comme le super tri, est-ce qu'on a intérêt à porter une combi lorsqu'il y a seulement 300 ou 400 mètres de natation ? Pour découvrir les réponses à toutes ces questions, je vous renvoie sur le blog d'OpenTri ou en description de cet épisode, vous retrouverez le lien de l'article. D'ici là, il me reste qu'à vous souhaiter un bon épisode et n'oubliez pas de nous laisser une note sur votre appli de podcast préféré. On arrive bientôt au 31 décembre et il faut qu'on s'approche le plus des 400 notes. Merci, bonne écoute. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. On va peut-être devoir le renommer Devenir Tri X Open Tri, comme ça fait tri-tri. Qu'est-ce que t'en penses, Charlie ? Ouais, c'est vrai, salut Armano, salut tout le monde. Ça rime, ouais, c'est vrai. Après, ça va faire beaucoup de tri. Si on est obligé d'en ajouter deux à chaque fois. Bon, c'était l'occasion aussi de rappeler que tu étais là aujourd'hui, Charlie d'OpenTri. Tu nous as déjà dit bonjour. Et puis, on va pouvoir présenter notre invité qui, pour le coup, fera baisser le nombre de triathlons dans l'épisode du jour puisqu'il n'est pas triathlète malgré son nom. Je suis très heureux de tendre le micro à Yanis Seguin. Salut Yanis. Salut tout le monde. Alors je disais ça un peu sur le ton de la blague, mais c'est vrai que je t'ai contacté à la base en pensant que tu étais Yanis Seguin, le triathlète. Tu m'as annoncé que ce n'était pas le cas, mais je trouvais quand même intéressant de te tendre le micro. Ce que je te propose, justement pour commencer, pour rentrer, pour mettre les pieds dans le plat, c'est de te laisser te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Yanis Seguin ? En tout cas, toi. Salut, moi c'est Yanis Seguin, pas le triathlète, mais je fais du vélo, je suis sportif de haut niveau au Vélo Club de Cholet. J'ai 21 ans et puis j'espère un jour passer dans les rangs professionnels. Alors ça veut dire quoi, sportif de haut niveau en cyclisme ? Est-ce que ça veut dire que tu fais le Tour de France, tu concours à côté des grands noms de ce monde du cyclisme ? Non, pas tout à fait. En fait, sportif de haut niveau, en fait, c'est juste un statut. Là, pour l'instant, j'ai que le statut, mais on va dire j'ai pas le salaire et tout ça. Mais ça me permet de faire aussi des courses avec les professionnels. Donc, si jamais sur une course il y a Julien Alaphilippe, je peux courir avec lui. Il y a pas de souci. C'est marrant parce que tu dis c'est que un statut. C'est pas que un statut, c'est quand même un statut que tu as gagné aussi à force de travail, d'entraînement, de compétition, de résultats en compétition. Charlie, tu voulais réagir peut-être ? Ouais, tu dis que t'as pas encore le statut de pro. C'est quand même une activité qui occupe toutes tes journées ou tu fais d'autres choses dans tes journées ? Depuis cette année, je fais que du vélo. Mais avant, j'ai préparé un peu mon avenir aussi si jamais le vélo marche pas. J'ai fait des études. Le vélo, ça marche pas, Yanis, ça roule. Ouais. Mais j'ai fait des études. J'ai fait un BTS en maintenance des systèmes de production. Et comme ça me permet d'être plus serein. Et là, je fais que du vélo depuis cette année. Même si t'as pas le statut pro, t'as quand même une activité qui est quand même de haut niveau, comme tu dis, et puis qui doit bien remplir des semaines et des années à tourner autour du vélo. T'as 21 ans, ça fait combien de temps que tu fais du vélo ? Alors, je suis venu au vélo très très jeune. J'ai commencé les compétitions à l'âge de 7 ans.
Et ensuite, c'était du vélo plaisir au début. Et puis, en cadet, ça a pris une autre tournure car j'ai gagné une très belle course même. Et après, j'ai été contacté par AG2R U19 pour les rangs juniors. Et ensuite, ça m'a un peu immiscé dans le monde pro. En fait, j'ai pu toucher de près le monde pro. J'allais m'entraîner avec du coup la structure des pros et tout ça. Donc tout de suite ça te met des étoiles dans les yeux quand t'as tout juste 16 ans. Après je me suis lancé dans ça et puis voilà, maintenant j'en suis ici et j'espère un jour que je vais passer le cap. Tu dis que tu as commencé le vélo assez jeune. Qu'est-ce qui t'a amené à mettre non pas un pied devant l'autre, mais à faire tourner un pied devant l'autre pour aller encore plus vite, haut, fort et avoir cette envie de devenir cycliste professionnel un jour? En fait, cette envie, elle est venue pas tout de suite. Au début, en fait, pour être honnête, j'étais plus dans la moto de cross. Et en fait, le vélo, c'était un peu un complément de la moto. Et en fait, de plus en plus, je prenais du plaisir sur le vélo. Et puis j'ai eu 2-3 chutes en moto qui m'ont pas aidé. Et mes parents m'ont dit maintenant la moto, faudra faire attention. Et du coup, je me suis lancé dans le vélo. Et en fait, c'est venu comme ça. Après, j'ai fait un peu plus de vélo, pris du plaisir. Et puis avec le plaisir, j'ai eu les résultats. Et avec les résultats, après j'ai gravi les échelons et ensuite. Voilà. Avant de revenir justement sur la suite, peut-être que tu peux nous faire un petit overview rapide du monde du cyclisme professionnel, parce que évidemment tous les Français et j'espère tous les francophones et même au-delà connaissent le Tour de France. Ça c'est un peu la crème de la crème. Mais avant d'arriver à courir dans le Tour de France, il y a d'autres étapes, il y a d'autres cases à cocher. Tu peux nous rappeler rapidement comment ça fonctionne? Oui, il y a différentes catégories. Alors, je vais partir d'assez haut, mais du coup, moi, je suis en FFC. Donc, en FFC, il y a la catégorie Open 3, Open 2, Open 1. Là, on va dire, c'est un très bon niveau, mais c'est je sais pas comment dire. Ça reste amateur. Voilà, ça reste encore, amateur. C'est souvent des gens qui travaillent la semaine. C'est pas vraiment le haut niveau. Et ensuite, après Open 1, t'as Elite. Donc là, c'est là où je suis moi. Et là, la catégorie Elite, Elite amateur. Et c'est vraiment l'échelon juste avant professionnel. Et ensuite, t'as Elite professionnel. Et là, ça porte son nom, c'est les élites pro. Et même dans les pros, il y a plusieurs catégories. Il y a les Pro Tour, il y a les pros qui vont pas sur le Tour, etc. C'est ça, il y a Pro Team, World Tour. Et après, il y a les classes 1. Donc, les classes 1, c'est après avec les World Tour. Et moi, je peux faire des classes 2. En élite amateur, c'est ouvert aux classes 2. Et les classes 2, c'est souvent, on va dire, les contis des World Tour. Donc les continentales des World Tour qui font les classes 2 et du coup moi je peux courir avec ça. C'est un peu l'entrechambre des pros, des grosses équipes pros qui vont concourir sur le Tour de France. Exactement. Et c'est très compliqué à comprendre, mais quand on y est, c'est assez simple. Mais je sais pas si les auditeurs vont comprendre. Ah, mais éventuellement, on les renverra sur un guide un peu plus complet, un peu plus détaillé. C'était histoire de voir un petit peu quel était rapidement le monde du cyclisme pro et puis où est-ce que tu te situais justement par rapport à certaines personnes, notamment si je ne m'abuse, l'une de tes idoles qui serait Peter Sagan, non? Ouais, en plus j'ai eu la chance de le côtoyer parce que du coup l'année dernière j'étais au Vendée U, donc c'est l'antichambre de Total Energy et il était à Total Energy, donc j'ai pu faire quelques stages avec lui en Espagne, c'était vraiment cool. Ça fait quoi de rencontrer son idole? Au début on est un peu démunis parce que on le voit toujours derrière la télé et puis là tu manges en face de lui, c'est au début tu t'y crois pas trop, donc tu te dis est-ce que je vais lui parler, est-ce que je vais pas lui parler, et en final c'est des personnes comme tout le monde, ils sont, même Sagan était un peu timide de venir nous parler, c'était vraiment bizarre, mais franchement ouais c'est vraiment cool et ça donne un peu plus de motivation d'être comme ça avec des idoles et
de vouloir prendre sa place un peu. Et puis, ça doit être un sacré marqueur pour toi de ta progression, quoi. Se rendre compte que tu en arrives là, à partager des stages avec des mecs que tu regardais derrière ta télé. Ça doit aussi témoigner du parcours que tu as fait et des progrès que tu as fait, quoi. Ouais, c'est clair. Bah ça, franchement, c'est pas un aboutissement, mais justement, ça te donne encore un peu de motivation pour te dire, bah là, j'en suis ici, mais demain, ça se trouve, je lui lancerai les sprints, par exemple. C'est vraiment intéressant. Justement, en parlant du travail que tu as dû mettre en place pour arriver là, globalement, ça ressemble à quoi ces dernières années, tes semaines, tes années, tes journées d'entraînement? Bah, alors moi, depuis que je suis rendu en espoir, donc ça va faire maintenant 3 ans, ça a été un peu compliqué mes 2 premières années parce que avec les études, c'était difficile à mettre en place. Je pouvais pas faire des semaines non plus avec beaucoup de volume. Mais j'essayais quand même, j'y allais le soir à la frontale, des trucs comme ça, un peu à l'ancienne, on va dire. Et du coup, ouais, je faisais à peu près 15 heures de sport par semaine, ce qui, en amateur, en élite, c'est limite, quoi, on va dire. Donc, C'est ce qu'on fait en 3 jours, non? Ouais, c'est ça, les triathlètes, oui, c'est ça, et c'est ce qu'ils font en 3 jours, oui. Mais du coup, ouais, c'était assez dur mes 2 premières années. Après, du coup, cette année, vu que je me suis consacré 100% au vélo, c'est un peu mieux. Je fais entre guillemets entre 18 et 25 heures par semaine. Et puis bah comme ça, je peux mettre en place aussi d'autres processus. Avant, le processus de récupération, bah c'était quand j'étais assis sur une chaise à l'école, alors que maintenant, bah c'est peut-être devant une petite série Netflix avec même ne serait-ce qu'un complexe et trucs comme ça. C'est mieux et ça. Cette année, j'ai vraiment passé un gros cap et j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir en passer d'autres. Et tu nous le disais hors micro, en introduction, tu viens probablement de réaliser la meilleure saison que t'aies jamais faite. C'est lié directement à ça, au fait d'avoir plus de temps à la fois pour l'entraînement, mais tous les à côté aussi. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est un tout en fait de bien s'entraîner, bien manger, bien récupérer. C'est la base, on va dire. Même bien dormir, c'est la base. Mais c'est ce que je faisais pas vraiment quand j'étais en études parce que c'est un peu plus compliqué. Mais oui, c'est plein de petits détails mis bout à bout qui font la différence, quoi. Dans ce que tu mets en place, maintenant, on va rester sur le maintenant, mais peut-être en comparant un peu avec avant, est-ce que tu t'entraînes seul? Est-ce que tu es accompagné par un entraîneur, par un groupe, par un staff, ou ta progression, tu ne la dois qu'à toi-même? Non, là, j'ai été accompagné, enfin, j'ai toujours été accompagné, on va dire, d'un entraîneur depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ouais, je suis accompagné d'un entraîneur et du coup, non, c'est pas qu'à moi-même, c'est un travail d'équipe, on va dire. Même cette année, je me suis entouré d'un coach mental. C'est plein de petits détails comme ça qui font la différence. On le disait en intro, un peu sur le ton de la blague, tu es Yanis, le cycliste et pas le triathlète. Tu connais le triathlète? Bon, au-delà de connaître ses coordonnées et son compte Insta que tu m'as partagé en me disant que c'était pas le bon Yanis que je contactais, mais vous connaissez déjà? Vous avez déjà roulé ensemble? Parce que dans le triathlon, il y a le cyclisme. Peut-être que tu l'emmènes de temps en temps sur des balades avec toi? Non, bah malheureusement non, ça serait vraiment cool de pouvoir le rencontrer. Mais je sais que il y a des personnes de mon équipe qui ont déjà roulé avec lui à Font-Romeu et apparemment il est très sympa. Donc si jamais il m'entend via ce podcast, j'aimerais bien qu'un jour on roule ensemble, ça peut être sympa. On va vous organiser ça, les gars. On va vous organiser ça. Et en parlant de ça, tu roules plutôt tout seul pour faire tes sessions, tu roules en groupe, comment ça s'organise ça pour supporter des charges d'entraînement quand même de près de 20 heures par semaine? Comment est-ce que tu organises ça? Bah alors moi c'est on va dire séparé en deux. En fait quand j'ai des exercices j'aime mieux rouler tout seul parce que comme ça je roule à mon allure, je fais mes exercices, voilà je dépends pas des autres et je choisis mes routes. Donc je préfère rouler tout seul pendant mes exercices.
Après, bah, si c'est des sorties endurance, bah, j'aime bien trouver quand même du monde. Surtout là, j'habite sur Poitiers, donc voilà, il y a du monde pour rouler. C'est super sympa. Bah, notamment, je sais pas si vous connaissez le triathlète Casimir Moine. Ouais, Mais ouais. du coup, je roule assez souvent avec lui sur Poitiers. Donc c'est un bon copain et rouler avec lui, c'est toujours bien. Ouais. Voilà, Et puis le lien avec le triathlon. un bon client à vélo aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Et ce qui est bien avec les triathlètes, c'est que quand par exemple c'est endurance, bah c'est vraiment endurance. Alors que on va dire il y a certains cyclistes quand c'est endurance, bah ça roule en zone 3, ça s'attaque. Donc voilà, ce qui est bien avec les triathlètes, c'est qu'ils sont sérieux. Super, on n'est pas les seuls à dire ça et à répéter que des sorties en endurance, c'est de la zone 1 et qu'on doit ressortir aussi frais qu'on a commencé quasiment. Ok, merci de rappeler le message. Oui, justement, sur la partie entraînement, ça ressemble à quoi un planning d'entraînement pour un cycliste? Parce que si je ne m'abuse, vous avez quand même beaucoup d'objectifs, d'échéances, beaucoup de compétitions. Donc, ça ressemble à quoi finalement le split à l'entraînement entre endurance, entre spécifique, entre travail technique, si vous en faites encore après autant d'années de pratique, et puis combien de jours de compétition dans l'année? Qu'on compare un petit peu avec certains triathlètes, parce que dans le triathlon, ça va encore dépendre des distances, des disciplines. Ouais, bah alors une semaine, on va dire une semaine type d'entraînement, ça va être, on va dire, bah moi souvent le lundi c'est récupération parce que je récupère du coup du dimanche où j'ai fait une course. Du coup lundi récup, après mardi, mercredi ça va être plutôt endurance de base. Donc voilà, entre guillemets 2 heures, 3 heures. Et puis ensuite, jeudi, vendredi, ça va être plus spécifique. Et puis bah samedi, déblocage. Et après, bah dimanche, course. Tu saurais nous dire à quelle fréquence tu as des courses? Est-ce que c'est toutes les semaines? T'en fais combien dans l'année des courses à peu près? Bah alors, je peux vous donner le chiffre exact parce que j'ai terminé ma saison là il y a du coup dimanche. Et j'ai fait 65 jours de course cette année. Ok. Ce qui est, 52 ce semaines. qui est, Donc on le rappelle, 52 semaines, 65 jours de course. Donc ça fait plus d'un jour de course par semaine. c'est ça. Bah voilà, des fois on a qu'une course dans la semaine, mais en fait, ça arrive souvent dans l'année où on enchaîne 3-4 jours ou même une semaine. Il y a des tours comme ça où on fait une semaine de course. Donc voilà, c'est pour ça ça fait monter vite les jours de course. Mais bon, en général, on commence début février les courses et ça se termine première semaine d'octobre. Et par contre, c'est tout le week-end. Et ça doit être un truc assez spécifique en termes d'entraînement parce que, alors nous, pour notre public de triathlètes, généralement, on vise, allez, 2, 3 gros objectifs dans l'année, des compétitions de préparation avant ça, mais globalement, on va essayer d'atteindre un pic de forme sur 2 à 3 moments de l'année. J'imagine que quand tu cours tous les week-ends, ça doit impliquer une prépa qui est un peu particulière là-dessus, non? Oui, c'est ça. Bah après, cette année, moi, je m'étais fixé plus des tours où il y avait, par exemple, sur le tour de la route vendéenne ou des trucs comme ça, je voulais être à mon pic de forme et comme ça, bah on va dire, ça se répartit sur une semaine ou des trucs comme ça. Donc moi, mes pics de forme, moi, c'était vraiment, j'ai déterminé à peu près 6-7 pics de forme cette saison. Et ensuite, bah, les autres courses, en fait, j'étais en soutien pour mes collègues, parce qu'on a nos pics de forme pas au même moment. Enfin, on essaye, forcément. Mais du coup, après, j'étais en rôle d'équipier, sur les autres courses. On n'est vraiment pas dans le même monde, hein, parce que dans le triathlon, effectivement, on est sur 2 voire 3 pics de forme dans la saison. Et encore, il y a quand même un objectif principal. Là, 6 ou 7 pics de forme dans la saison, c'est pas du tout le même monde. Et toi, tu as plutôt quel profil de coureur? Moi, j'ai plus un profil puncher, en fait. Puncher sprinter, enfin, je suis pas mal dans les bosses, même dans les gros pourcentages. Là, c'est là où je me dégage le plus. Mais après, même sur un petit sprint en petit comité, je peux être rapide aussi.
Alors attends, puncher, parce que sprinter, on voit bien. En gros, c'est les mecs qui appuient fort sur les pédales à la fin. Si on se réfère encore au Tour de France, c'est dans les 500 derniers mètres, là, quand on commence à voir les barrières et puis les gens qui s'agglutinent près de l'arrivée. Et puncher, c'est quoi? Puncher, en fait, c'est un peu un profil, enfin, c'est un peu un mélange des deux. C'est comme si, en fait, les punchers, ben, ils peuvent monter aussi les bosses. Mais bah comme moi, je peux aussi faire quelques sprints en petit comité, pas en sprint massif, parce que bon bah là, chacun a sa discipline. Hein, les sprinters sont beaucoup plus rapides que moi, mais en petit comité, par exemple de 10-15 coureurs, bah là je suis capable de gagner ou de faire une belle place quoi. Mais ouais, puncher c'est ça en fait. C'est un peu, en fait, c'est on passe partout. C'est un peu ça. Ouais, moi, je trouve que tu ferais un bon triathlète finalement. Bah, j'ai fait un triathlon. Le triathlon de Royan cette année, du coup je me suis mis comme pas objectif, mais comme c'était la fin de saison, je me suis dit bah pourquoi pas me faire plaisir. Bon, j'y suis allé sans entraînement, donc c'était pas vraiment la meilleure partie de plaisir, mais en tout cas quand même c'était super sympa l'ambiance. Ça change du vélo quoi. T'as fait ça sur quelle distance? J'ai fait le M de Royan. Ok. Forcément, les 90 bandes de vélo, pour toi, c'était finger in the nose? Mais oui, les 45 de vélo. Au début, je me suis dit, bon, bah, ça va être ma partie de transition, en fait, de la natation à la course à pied. Mais au final, non, je me suis donné quand même à fond et je suis arrivé à la course à pied, j'étais pas bien non plus. Oh, t'as dû te faire plaisir, t'as dû remonter quelques concurrents, j'imagine. Ouais, je crois qu'il y avait mes parents sur le bord de la route et ils m'ont dit, t'as remonté au moins plus de 200 coureurs. Bon, soit tu nages très mal, soit tu es très fort à vélo. Bon, je pense que Je ne vais pas vous cacher que sans entraînement, c'était un peu compliqué. Tu nous as fait une Jalabert, quoi, qui sort avant-dernier de l'eau et qui pose le vélo en deuxième. Exactement. Et peut-être sur ta saison passée, pour qu'on se rende compte à ce niveau-là, les courses que tu fais, elles t'amènent où? Est-ce que tu restes dans la région? Est-ce que tu te déplaces en France? Est-ce que tu vas à l'étranger? Bah alors c'est un peu tout, mais après en élite amateur, on reste plus souvent en France quand même. Après on fait les quatre coins de la France, donc ça va bah les quatre coins de la France quoi. Et ensuite on a quelques courses pro où là on se déplace à l'étranger. Il y en a pas énormément en France en fait. Donc on se déplace plus à l'étranger pour les courses pro, mais ouais, sinon c'est principalement la France. Tu nous disais tout à l'heure que tu as fixé 6 ou 7 pics de forme, donc en collaboration avec ton staff et notamment ton entraîneur. Est-ce que c'est toi qui les fixes? Est-ce que c'est ton entraîneur qui te dit tiens, ce serait bien de faire ci ou ça, et puis tu as quand même ton mot à dire? Est-ce que c'est le staff? Est-ce que c'est ton club, ton équipe qui te dicte tes objectifs et puis à toi de te débrouiller pour les atteindre? Enfin, comment ça marche dans ce monde du cyclisme pro, mais dans l'entrechambre des grands pros du Pro Tour? Bah alors moi j'ai la chance d'être dans une bonne équipe et ils me font confiance, ils me donnent en fait les clés en main et après c'est moi qui décide. Du coup j'ai déterminé moi-même 6 ou 7 courses cette année et ensuite oui c'est forcément j'en ai parlé aussi un peu avec mon entraîneur. Je lui ai demandé si c'était possible déjà et quand il m'a confirmé que oui du coup on est parti sur cette base-là et après on a travaillé tout l'hiver pour être bien sur ces courses-là. Tout à l'heure, tu nous as donné à peu près ton volume. Donc cette saison, tu es plutôt entre 18 et 25 heures. Ça représente quoi en termes de kilomètres? En termes de kilomètres, cette année, je vais être à peu près à 22 000, entre 22 et 25 000 kilomètres. C'est presque autant que ce que je fais avec ma voiture. Honnêtement, moi, c'est sûr que je fais plus de kilomètres à vélo qu'en voiture. Bon, après, voilà, c'est ton métier aussi. 22 000 bornes par an. On est quand même bien au-delà du volume des triathlètes parce que même les gros triathlètes qui s'entraînent pour de l'Ironman ou autre arrivent pas sur des volumes comme ça. Alors, ok, il y a 3 disciplines dans le triathlon. Dans le vélo, il y en a a priori qu'une. Je dis bien a priori parce que finalement, un entraînement de cycliste pro, ça tourne pas que autour de tourner les pédales. Il y a plein d'autres choses à élaborer aussi. Ah oui, c'est sûr, il y a plein d'autres choses à élaborer. Après, je pense que c'est
je connais pas les triathlètes, mais nous, enfin personnellement, moi, je fais pas mal de mobilité, de renforcement musculaire, pour aussi jouer sur les contre-la-montre. Voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place autour du vélo. Mais après, principalement, un cycliste, c'est quand même à 95% que de l'entraînement vélo. D'ailleurs, tu nous disais que l'année dernière, quand tu avais peu de disponibilité, tu allais rouler le soir à la frontale. Tu fais du home trainer? C'est un outil que tu utilises ou tu préfères aller rouler dehors? Personnellement, moi, je préfère aller rouler dehors. Après, oui, c'est sûr que bon, quand il fait un temps affreux dehors, bah oui, je vais privilégier l'home trainer, mais bon, l'home trainer, moi, quand j'ai fait 2 heures déjà dessus, c'est un peu mon max. Ouais, je comprends, ouais, je comprends. On avait à ce micro un ancien cycliste qui s'est reconverti plutôt dans le triathlon, qui nous disait que au bout d'un moment, à force de rouler, tu finis par même ne presque plus réussir à marcher tellement ton corps est conditionné pour être assis sur la selle. Toi, comment est-ce que tu gères ça et comment est-ce que tu t'assures que tu n'en arriveras pas à ce point-là justement? Bah, alors honnêtement, enfin, j'ai jamais eu ce problème-là. Après, c'est peut-être parce que voilà, je suis assez jeune, donc j'ai peut-être pas les mêmes problèmes que ce cycliste-là, mais bah, si j'en arrive à ce point-là, je me poserai peut-être des questions avant, ou même si c'est grave, bah faut faire attention. Après, si c'est pas grave, ça, il y a pas de problème, hein. Je peux en arriver à ce point-là. Quels sont tes objectifs maintenant pour alors peut-être à court terme pour cette saison qui va commencer dans quelques mois maintenant. On rentre dans l'hiver, donc là tu vas rentrer dans le travail dans le travail foncier. Mais quels sont tes objectifs à court terme? Et puis tu me disais que tu voulais continuer à progresser. Donc c'est quoi ton rêve? Bah forcément, je pense que comme beaucoup de personnes à mon niveau, c'est de passer dans les rangs professionnels. Voilà, ça c'est mon objectif un peu à court terme et en même temps à long terme. Je ne sais jamais quand est-ce que je vais passer. Mais voilà, après, à court terme, sur les courses, j'ai déjà quelques courses en tête. Donc, comme j'ai très bien fini la saison, j'ai déjà hâte de recommencer. Et justement, j'avais à cœur de bien finir la saison pour me donner la motivation pour l'hiver et pas de perdre espoir et toujours être concentré parce que les courses, ça se gagne aussi l'hiver, hein. C'est là où on crée notre plus gros volume. Enfin, un cycliste en tout cas, je sais pas les triathlètes, mais un cycliste en tout cas, ça se gagne beaucoup l'hiver. Donc voilà, je suis motivé et j'ai déjà mes courses. Donc ça va Encore le une faire. fois, merci de repréciser ce message, Yanis. Les courses, ça se gagne l'hiver. Si tu savais à quel point on est obligé de répéter ce truc-là, de se dire que le succès des printemps se fait effectivement en hiver et qu'il faut pas passer à travers la prépa foncière, il faut pas se réveiller en mars en se disant tiens, je vais aller préparer un triathlon ou une course cycliste en mai-juin. Merci d'avoir repassé ce message, c'est important. Un triathlon ou une course cycliste, ça se prépare d'abord en hiver. Merci. Je referme la parenthèse là-dessus, mais On peut merci l'élargir d'avoir- la parenthèse, hein. Une carrière de sportif, qu'elle soit de haut niveau ou pas, ça se prépare de nombreuses années à l'avance parce que c'est vrai qu'on a un peu ce biais ces derniers temps à recevoir des personnes qui sont relativement exceptionnelles, certains qui ont commencé le triathlon il y a 2-3 ans et puis qui se retrouvent déjà au championnat du monde. Alors c'est tout à fait louable pour eux, mais on le rappelle, hein, ce sont des exceptions. De manière générale, quand on veut performer, et pas que dans le sport d'ailleurs, c'est un travail de longue haleine. T'en es bien la preuve, hein. Yanis aussi, t'as 21 ans, tu vas peut-être commencer à percer maintenant, mais t'as commencé le vélo, toi, 3-4 ans? Ah oui, 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 c'est sûr, très jeune. Après, dans le vélo, ou je sais pas dans le triathlon comment ça se passe, mais c'est qu'avant, c'est un peu des courses plaisir. En fait, on appelle ça l'école de vélo. Et du coup, bah voilà, on apprend un peu plus à piloter, des choses comme ça. Donc, on va dire que le vélo a vraiment commencé pour moi en cadet, donc quand j'avais 13 ans, quoi. Ouais, ça fait quand même déjà 8 ans que Ça tu fait es oui. dedans. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, surtout quand on est papa, ouais, 13, 21, voilà, c'est sa jeunesse. Ouais, ça fait quand même 8 ans et ça représente, pour quelqu'un de 21 ans, ça fait presque la moitié de ton âge, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est quoi les prochaines étapes si effectivement tu veux réaliser ce rêve de passer pro?
globalement, ça se joue sur quel intervalle de temps? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu valides? Que ça veut dire monter de niveau, j'imagine. Comment ça se passe, ça, un peu? Comment? En fait, on va dire, c'est aussi un peu on va dire de la réussite et de la chance parce que, en fait, on est beaucoup dans le monde amateur, en élite amateur. Et en fait, ça se joue sur les courses un peu de renommée, comme on voit même à la télé. Il y a des courses qui ressortent du lot. Et en fait, nous, ça se joue aussi sur ces courses-là. Donc on sait que tout le monde est à 100%. Et justement, les recruteurs, ils vont regarder l'athlète qui se dégage du coup de la course, quoi. Comment on fait Ok. justement, et je pense que la question se pose aussi en triathlon, pour sortir son épingle du jeu quand finalement le cyclisme et parfois même le triathlon, notamment en Grand Prix, c'est le plus collectif des sports individuels parce que tu cours pour toi, mais tu cours aussi pour l'équipe. Ah bah oui, c'est sûr. Dans le cyclisme, en tout cas, c'est vraiment. Je pense que sans une équipe, au niveau où on est, c'est impossible. C'est impossible à gagner tout seul, à moins de s'appeler Remco Evenepoel ou une autre exception. Mais non, c'est sûr qu'une équipe, c'est très très important. Et justement, c'est avec une équipe qu'on va loin. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que du coup, je détermine mes objectifs bien avant et tout le monde les détermine. Comme ça, personne n'a le même objectif et tout le monde peut s'entraider le jour J. Parce que si on est 6 sur une course et on est 6 à avoir le même objectif, personne va rouler pour personne et ensuite on fait pas de résultat, c'est sûr. Ça c'est la théorie parce qu'en réalité on veut tous gagner, on veut tous gagner la médaille olympique. Donc comment tu fais comment vous faites pour vous assurer que vous ayez pas tous en même temps, tous les 6, le même objectif? C'est ça la grande question aussi. Après, je pense que c'est une question de valeur ou je sais pas, mais en tout cas, je sais que dans les équipes où j'ai été, il y a eu il y avait des valeurs, il y avait du respect. Et si un coureur se donne à 100% un week-end, personnellement, moi, je me dois de lui rendre l'appareil. Parce que il s'est donné à 100% pour moi. Lui, il a mis entre guillemets sa course de côté pour moi. Le jour où c'est pas mon objectif, je peux faire la même chose. Ça me pose pas de souci. Et c'est pour ça. Après, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué. Le jour de mon objectif, de me mettre à 100% pour lui, bon, ça peut se discuter. Mais comme on va dire mes objectifs sont déjà déterminés et sont dits à l'avance, à partir de ce moment-là, je peux rien faire d'autre, hein. Juste, j'ai dit ce que je voulais faire. Tout le monde a dit ce qu'il voulait faire. Donc après, ça se passe plutôt bien. Comment ça se passe pendant une course si justement tu annonces un objectif, tu sens que tu es moins bien, que tu vas pas y arriver? Tu passes le flambeau à quelqu'un d'autre, histoire de quand même mettre l'équipe en avant. Comment ça se décide? Bon, ça c'est un truc de triathlète, à poser la question parce que nous on n'a pas les oreillettes, hein. Nous on communique pas avec les directeurs sportifs. On sait pas ce qui se passe derrière. Oui, après, aussi c'est peut-être... je parle du coup pour moi parce que je sais qu'il y a certains coureurs qui le feraient pas. Même s'ils sont pas bien, ils veulent aller faire le résultat. Après, moi je pars de ce principe-là où si je suis pas bien, par exemple ce week-end, j'ai eu le même, du coup un cas concret, je peux vous le dire. Du coup, j'étais coureur protégé, donc c'était à moi de faire le résultat. Et au final, j'étais pas super bien, donc j'ai préféré dire, aujourd'hui c'est pas moi, qui est bien. On s'est informé. Il y avait un coureur qui était très bien aujourd'hui. Il avait pas fait de résultat de l'année. Donc on s'est dit aujourd'hui on roule tous pour toi. Voilà, on a pris les choses en main, on a roulé pour lui et puis il y a eu la victoire au bout. Donc c'est si je montre des photos, on partage la victoire. Pour moi, j'ai gagné aussi parce que j'ai participé aussi à un bout de la victoire. Donc je trouve que j'ai participé à la victoire, il va me le rendre l'année prochaine. Donc c'est parfait. On n'a pas parlé des distances des courses. On a dit que tu faisais beaucoup de courses, quasiment une par semaine, en tout cas la saison haute. C'est quoi les distances? Les distances, on va dire, ça va de 150 à 200 km.
Ce qui est déjà pas mal, hein. On est à quelque chose près, on n'est pas loin d'un triathlon longue distance. Bon, pas l'Ironman, mais... Oui, c'est sûr. Mais après, voilà, l'effet de masse aussi rend les kilomètres un peu moins difficiles que si on le faisait tout seul. Et ce qui veut dire quand même qu'à l'entraînement, il faut faire des bornes pour pouvoir avoir la caisse pour tenir sur un rythme de course ces distances-là, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr, parce que si l'entraînement que tu fais que 90 km, mais en course t'en as le double, ça c'est sûr que ça va pas le faire, tu vas coincer dans la dernière heure, quoi. Et tes longues sorties d'endurance, ça représente combien de temps, combien de kilomètres? Ouais, en général, mes longues sorties c'est 5 heures, 5 heures et demie, voire 6 heures de temps en temps. Et oui, en 6 heures, je peux aller faire 200, 210. C'est en général, je suis à peu près à 30 de moyenne par sortie. Là, j'ai envie de le dire. Bon, presque, Charlie, tu pourrais le faire, vu qu'à chaque fois, c'est toi qui rebondis. Merci de le dire. Parce que ça roule à combien en compétition, Yanis? En compétition, on est plus vers 40, entre 40 et 45 km/h de moyenne. Entre 40 et 45 en compète. Et à l'entraînement, sur des séances longues, tu roules à 30. Voilà. Donc, juste un petit ping, quoi. Notamment en course à pied. Tous les mecs qui courent le marathon en 3h, 3h15 et puis qui se disent, à l'entraînement, en endurance, je vais aller taper du 2h30. Non, c'est pas la peine. L'endurance, c'est pour y aller tranquille, on le rappelle. C'est ça. Et après, il faut faire du spécifique à côté. Et c'est là où tu progresses le plus. Et justement, sur tes séances longues, notamment celle du dimanche où tu fais 200 bornes en 6 heures, est-ce que tu rajoutes du spécifique au milieu? Enfin, j'imagine que ça va dépendre des plans de l'entraîneur, mais est-ce que ça fait du sens de rajouter un peu de spécifique au milieu de ces 6 heures d'entraînement? Oui, sur certains blocs, du coup, j'ai des cycles. Et sur certains cycles d'entraînement, oui, j'en ai. J'ai peut-être des sprints, voilà, du tempo. J'ai plein de sortes d'exercices, et des fois ça peut m'arriver toutes les heures, par exemple, et hop, j'ai un peu d'exercice, et après on voit si la fatigue joue, etc. Mais oui, des fois il faut, et puis des fois il faut aussi savoir faire que de l'endurance. Et peut-être, est-ce que tu aurais des conseils, toi qui es un cycliste bien plus avancé que l'immense majorité de nos auditeurs, pour quelqu'un qui vise, allez, disons un triathlon longue distance, donc du 90 ou du 180 km à vélo, tu aurais des conseils à lui donner pour se préparer correctement, peut-être des choses qu'on n'entend pas forcément en triathlon. Ce serait quoi tes conseils principaux? En tout cas, savoir savoir rouler doucement, parce que un jour mon entraîneur il l'a dit, parce qu'en junior je faisais ça, je roulais à fond. Il m'a dit, sauf que en fait tu roules vraiment trop vite, et le jour où en fait tu dois faire du spécifique, en fait t'es cramé, tu peux pas faire. Donc c'est ça je pense le conseil numéro 1, c'est savoir rouler en endurance, savoir rouler long. Et en fait avant d'aller vite, faut déjà aller loin. C'est le principe de base. Et ensuite, quand tu sais aller loin, tu fais de l'exercice pour aller vite. Et puis normalement ça devrait le faire. Après, je sais qu'en triathlon il faut aussi gérer la sortie de natation. Déjà c'est c'est assez compliqué. Puis après tu sais que t'as un marathon ou un semi-marathon à faire, donc voilà. Mais en tout cas sur la partie vélo, c'est principalement de l'endurance, et après des exercices spécifiques à côté, et c'est ce qui font progresser, je pense, l'athlète. Écoute, nos auditeurs qui suivent nos plans d'entraînement se trouveront pas surpris du coup entre les mois d'octobre et les mois de janvier de faire des bornes, pas très vite, mais de faire des bornes, parce que c'est ce qui permettra d'être en forme en avril, en mai ou en juin, quoi. Sur l'entraînement, justement, je voulais revenir sur un petit sujet que tu as abordé tout à l'heure. Tu disais que quand tu étais plus jeune, c'était plutôt l'école du vélo, l'école de cyclisme. Mais mes enfants ont fait aussi un petit peu d'école de triathlon, pas en France. Est-ce que, même encore maintenant, à 21 ans, alors que tu es à l'entrechambre, dans l'entrechambre du cyclisme professionnel, tu travailles toujours un petit peu la technique? Alors quand je parle de la technique, je veux dire la maîtrise du vélo, savoir bien tenir le vélo, savoir bien tenir les cocottes, savoir t'allonger parfois si tu fais du contre-la-montre, savoir bien poser le pied. Peut-être que tu travailles encore aussi avec un
thérapeute sur la position sur le vélo. Est-ce que tu fais encore tout ça après toutes ces années de pratique? Oui, c'est sûr que ça m'arrive. À faire autant d'heures de vélo, faut avoir déjà une bonne position. Donc ça, c'est sûr qu'une étude posturale et tout ça, ça c'est sûr que c'est fait tous les ans. Faut pas. Ah ouais, tous les ans. Ouais. Tous les ans, je revérifie, je recheck. Voilà, si des fois ça a changé. Bon, avant je grandissais, maintenant je grandis un peu moins. Donc. En théorie, maintenant tu vas commencer à te tasser normalement. C'est ça. Donc voilà, je recheck tout ça. Et bien c'est surtout aussi au niveau des chaussures. On n'en parle pas assez, mais c'est quand même le premier point d'appui, enfin un des points d'appui numéro un, on va dire, sur le vélo, avec du coup avec le coccyx et tout ça. Donc oui, faut rechecker tout ça. Après les techniques en descente ou poser le pied, on va dire ça, non, je le fais vraiment plus du tout. On va dire c'est ancré. Et puis comme aussi je viens de la moto, j'ai fait pas mal de VTT quand j'étais petit. J'ai un peu cette technique pas innée, mais je l'ai déjà travaillé il y a très longtemps. Et en fait c'est assez habituel chez moi, donc non, ça je travaille pas, mais il y a certains cyclistes qui pourraient le travailler parce que c'est pas donné à tout le monde, je pense, d'être assez habile sur un vélo. Ouais, ça c'est un petit truc qu'on peut donner justement à nos amis triathlètes et encore plus ceux qui débutent là ou qui ont débuté il y a 2-3 ans, ne pas négliger la technique. Alors ça fait beaucoup de choses à pas négliger, l'endurance, travailler les transitions, mais aussi travailler la technique. Je pense que c'est des points importants. Dans les autres techniques, il y a aussi le fait de prendre la roue. Alors toi forcément, depuis toutes ces années, tu connais, mais quelle technique tu pourrais donner à quelqu'un qui démarre le vélo ou qui démarre le triathlon pour pouvoir bien prendre la roue? Est-ce qu'on s'allonge sur le vélo, sur le prolongateur quand on en a, ou est-ce qu'on attrape les cocottes, est-ce qu'on attrape les cocottes ou est-ce qu'on attrape le guidon? Enfin, quelle technique un cycliste pur et dur pourrait nous donner là-dessus? Déjà, si on prend la roue, faut déjà faut déjà savoir où se mettre à l'abri. Faut savoir d'où vient le vent, etc. Une fois déjà qu'on sait faire, après c'est un peu propre à chacun. Par exemple, sur les prolongateurs, on n'a pas de frein. Déjà, on est peut-être un peu moins en sécurité. Donc, au début, on va peut-être privilégier déjà les mains sur les cocottes et essayer d'être, on va dire, aller à 10 cm de la roue de l'autre. Puis, une fois qu'on est un peu plus en confiance, on peut essayer sur les prolongateurs. Et voilà, il faut pas être un peu casse-cou et se mettre direct sur les prolongateurs et après se mettre une chute. Et ensuite, pour revenir dans les roues, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Donc maintenant, il faut y aller petit à petit et puis après, ça va venir tout seul. Super. Il faut en faire, en refaire des sorties à plusieurs. C'est sûr, c'est aussi comme ça que ça vient, quoi. C'est sûr que si toi, aujourd'hui, pour un cycliste de ton niveau, c'est un truc aussi naturel, c'est que tu l'as fait pendant des années et que désormais, c'est un automatisme. Et pour les gens c'est sûr. Ouais, non, mais c'est sûr parce que même encore, on travaille beaucoup les sorties techniques juste en chrono. Nous, les chronos par équipe, on travaille énormément ça parce que en fait ça sert à rien de mettre des watts si on est tous à 1 mètre les uns des autres, ça sert à rien. Donc on travaille beaucoup la technique en contre-la-montre et essayer d'être le plus près possible pour être le plus compact et les plus rapides possible. Ouais. Là, tu parles des contre-la-montre par équipe notamment, parce que c'est sûr qu'en individuel, ouais. Après en individuel, on en a vu quelques-uns cet été, notamment au JO, qui maîtrisaient très bien le vélo, sauf que des fois quand ça glisse, tu peux pas faire grand-chose, si ce n'est bouffer la barrière, quoi. C'est ça, ouais, j'ai vu ça aussi, j'ai regardé. Yanis, qu'est-ce qui te manque pour être un jour sur le Tour de France? Pour l'instant, je pense que il me manque quelques watts. Quelques watts dans chaque jambe, on va dire. Forcément, si on compare à des Pogacar et tout ça, là, je suis à des années-lumière de ces athlètes-là. Mais après, je pense que avec un peu d'entraînement, un peu plus de rigueur, peut-être ça va se faire un jour. J'espère en tout cas. En tout cas, c'est ce que je vais mettre en place. Tu te donnes combien de temps pour y arriver? Parce que j'imagine que tu vas pas essayer jusqu'à 30 ans, quoi. Déjà, cette année, j'ai vu qu'il y avait un gros cap de passé et j'ai vu que je faisais que ça. Donc, pour moi, je me suis donné jusqu'à l'année prochaine.
Et ensuite, j'avise vraiment, voilà, si je suis vraiment tout proche, bon, bah, je vois ce que je fais. Mais bon, voilà, on va dire la deadline, c'est l'année prochaine. Bon, écoute, je te propose qu'on reste en contact. Ce serait sympa d'avoir en 2026 un Yanis Seguin qui revient du Tour de France pour nous raconter un petit peu comment ça se passe. Puis on espère qu'entre-temps, tu auras fait quelques triathlons. Comme ça, tu pourras faire la comparaison entre les deux. Bah, normalement, c'est prévu. Vu que je me suis pris au jeu cette année, voilà, je vais essayer de refaire quelques triathlons. Et je pense... voilà, comme ça m'a vraiment plu, bah, peut-être après ma carrière de cycliste, pourquoi pas faire un peu plus de triathlon. Cool. On sera content de te recevoir dans les rangs des triathlètes français. Exactement. Il y en a qui ont bien réussi, hein, si tu prends ne serait-ce qu'en France, Jalabert, à la fin de sa carrière, même quelques années après sa carrière, il s'est bien éclaté sur triathlon quand même. Ouais, bah, c'est sûr. Mais c'est sûr que voilà, il y a de quoi s'éclater, hein. Franchement, avec un peu plus d'entraînement et tout ça, je pense que vraiment ça peut être vraiment cool un triathlon. On suivra ça de près, puis si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à devenir triathlète.com, tu nous écoutes, tu nous envoies un petit message et on t'aidera du mieux qu'on peut. Merci beaucoup Yanis. Charlie, tu avais d'autres questions pour Yanis? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'était chouette d'avoir cette plongée dans le monde du cyclisme, des top amateurs et des néo-pros. C'est un truc qui est souvent obscur pour les triathlètes, même si on pratique le vélo. En fait, on n'a souvent pas bien idée juste des catégories et de ce que ça prend aussi de réussir à arriver à ce niveau-là. Et c'était très clair. C'était une super plongée dans ce milieu-là. Merci Yanis. De rien. Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve et aussi où est-ce qu'on fait pas l'amalgame entre Yanis Seguin, le cycliste, et Yanis Seguin, le triathlète? Alors c'est très subtil, mais en fait sur Instagram c'est Seguin Yanis et lui c'est Yanis Seguin. Donc voilà, c'est très subtil. On mettra ça de toute façon dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Yanis, on te souhaite une bonne continuation, bonne préparation hivernale et puis on suivra la saison prochaine avec beaucoup d'impatience et d'excitation. Bah merci à vous aussi. En tout cas, bon courage pour la suite et à bientôt. À bientôt, ciao. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs! Quand il va revenir, on va attendre qu'il revienne pour reprendre comme si de rien n'était. Ouais, du coup, j'imagine que le fait d'être passé à temps plein sur cette activité-là, effectivement, tu gagnes un peu en heures d'entraînement, mais tu gagnes aussi sur tous les à côté, quoi. Ouais. La récup. C'est plus sur les à côté, en fait, parce qu'en termes d'entraînement, je fais quoi, aller 4-5 heures de plus par semaine, ce qui est déjà énorme, mais sur les à côté, ouais, c'est sur ça que j'ai gagné le plus cette année. Ouais, j'imagine. Parce que, l'air de rien, être assis dans une salle de cours toute la journée. Ouais, ça, surtout en BTS, en fait, j'avais pas vraiment d'horaire aménagé. Donc, je faisais quasiment 25 heures de sport, de cours par semaine. Donc, plus caser 15 heures de vélo, c'était un peu short, quoi. Hop, me revoilà.